on va parler de la situation des enfants djihadistes français, enfin des enfants des Des djihadistes enfants français de djihadistes, qui ouais. sont partis en Syrie. Et ces enfants, ils sont souvent nés sur place ou ils ont été emmenés très jeunes par leurs parents. Et ils sont encore pris au piège aujourd'hui dans des camps insalubres, comme on va le lire dans ton papier, sous une menace permanente de violence et sans véritable avenir. Pourtant, leur sort, il semble ne susciter que très peu d'intérêt de la part des autorités françaises qui rechignent à organiser leur rapatriement. Donc aujourd'hui, on reçoit Rosa qui est partie sur le terrain au Rojava, où les camps où sont enfermés ces enfants sont là-bas. Rosa, est-ce que tu peux... Bah déjà, comment tu as choisi de traiter ce sujet et pourquoi tu as choisi de traiter ce sujet-là? Alors, le sujet, je l'avais déjà en tête avant de partir. J'avais notamment discuté avec une avocate française, Marie Dosé, qui mène la bataille en fait depuis des années pour faire revenir ces enfants, pour permettre leur rapatriement. En fait, à la chute de Daesh en 2018-2019, tout un tas de gens se sont retrouvés un peu dans la nature. Les familles de djihadistes ont été arrêtées par les forces arabo-kurdes et placées pour un certain nombre d'entre elles dans des camps. Les djihadistes les plus dangereux sont retrouvés dans des prisons sans jugement, puisque les Kurdes demandaient que soit installé un tribunal international qui n'a jamais vu le jour. Mhm. En fait, leur idée, c'était on installe une juridiction internationale, ces gens sont jugés et chacun reprend ses ressortissants. Tu te souviens que Oui, je me à souviens. l'époque, beaucoup de djihadistes étrangers avaient rejoint les troupes de Daesh sur le théâtre irako-syrien. Mhm. Et donc, les Kurdes se sont retrouvés dans cette zone où ils ont construit une forme d'autonomie avec tout un tas de ressortissants étrangers qui n'avaient pas les moyens de juger. Donc voilà, ces camps se sont mis en place, etc. Et dans ces camps se sont retrouvés aussi des femmes et des enfants. Il y a plusieurs camps. Aujourd'hui, il en reste deux essentiellement. C'est le camp d'Al-Hol et le camp de Roj. Le camp d'Al-Hol, il y a près de 40 000 personnes qui sont encore détenus là-bas, donc issus de tous les pays, parmi eux des Syriens, mais c'est loin d'être la majorité. Et puis le camp de Roj, où je me suis rendue, où ont été rassemblées en fait les familles de djihadistes européens et notamment des familles françaises. Et en fait, au C'est départ, majoritairement des femmes et des enfants, j'imagine? des Ou femmes et des enfants uniquement, uniquement? dans le camp que j'ai visité en tout cas. Et et en fait, la difficulté, c'est que après la chute de Daesh, la France n'a pas vraiment, s'est pas vraiment occupée de ces ressortissants-là. En fait, certains s'étaient enfuis, par exemple, vers la Turquie et Mhm. avaient fait l'objet d'expulsions. Oui, Donc, je me souviens. des femmes étaient rentrées, judiciarisées, les enfants placés ou retrouvaient leur famille élargie. Et puis, un certain nombre se sont retrouvés pris au piège. Un certain nombre de ces enfants se sont retrouvés pris au piège dans ces camps du nord-est syrien. Et là, il y a une bataille acharnée puisque cette avocate a contesté les refus des autorités françaises du Quai d'Orsay de les rapatrier et c'est allé jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme qui Ça, a dans quelle année à peu près? 2022, Ok. la Cour européenne des droits de l'homme condamne la France et lui fait obligation de réexaminer ses refus au regard des intérêts de ses enfants. Il y a eu aussi des condamnations du comité de l'ONU contre la torture, du comité de l'ONU pour les droits de l'enfant. Et donc à ce moment-là, la France organise une vague de rapatriement et il y a 165 enfants qui sont rapatriés. 57 femmes aussi qui, à leur retour en France, sont remises aux autorités judiciaires, puisque ces femmes, elles sont poursuivies pour des infractions concernant leurs enfants, Mhm. mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes. Et puis après, tout ça, cette vague de rapatriement, elle se produit en 2022-2023. Et puis Ok. après, plus rien. C'est-à-dire que les demandes de rapatriement qui étaient formulées par cette avocate, par le collectif des familles élargies, faisaient l'objet de silence. Et 2 mois de silence en droit français, ça équivaut à un Ouais, refus. ouais. Et donc, il reste encore aujourd'hui sur place 120 enfants français avec une cinquantaine de femmes. C'est des situations extrêmement compliquées puisque ces femmes-là ne souhaitent pas forcément être rapatriées, soit parce qu'elles sont plus en mesure de prendre une décision, soit parce qu'elles ont tergiversé, soit parce qu'elles sont très radicalisées et qu'elles espèrent être libérées, reprendre le chemin du djihad, etc. Sauf que ici,
il y a des familles élargies, des grands-parents, etc., qui veulent sauver ces enfants. Il faut savoir que dans ces camps, ils sont aussi la proie de violences. C'est aussi des camps où l'idéologie de Daesh continue de se Mhm. propager, Ah, c'est où ce que j'allais te demander. ils sont élevés dans cette idéologie djihadiste. Il y a aussi la pression de tous les autres détenus. C'est aussi des conditions de vie extrêmement difficiles. Moi, quand je m'y suis rendue, il y avait une vague de froid terrible. C'est des tentes, hein. Ces enfants vivent sous tente, ils sont mal nourris, ils sont On pas peut peut-être même soignés. montrer les petites photos que Voilà. le journaliste de l'AFP qui était parti avec. Ah, c'était pas celui là. C'est Donc, ces enfants vivent dans des conditions ah, c'est extrêmement ces tentes-là difficiles. Voilà, dont tu parles. c'est le camp de Roge où je me suis rendue, où il y a énormément d'enfants, donc de toutes les nationalités, avec des conditions de vie très très difficiles. Donc, il fait extrêmement froid l'hiver, très très chaud l'été. Ces enfants n'ont pas accès, ils n'ont pas accès à l'instruction. Il y a une petite école dans le camp où ils apprennent essentiellement l'arabe et l'anglais, mais c'est extrêmement pauvre. Donc, vraiment, tous leurs droits fondamentaux sont bafoués. Et ce camp, il est grand? Il y a 800 tentes au Ok. total dans ce camp de Roge. L'autre aspect des choses, c'est que les garçons, lorsqu'ils arrivent à l'adolescence, sont retirés aux mers et placés dans des centres de déradicalisation Ok. loin de ces camps. Et donc, voilà, moi, j'ai pu aussi en visiter un avec des enfants qui grandissent en fait en prison, quoi. C'est des camps fermés dans lesquels ils sont pas libres de leurs mouvements, où les chambres sont en fait des cellules qui sont fermées, en tout cas la nuit. Ça Et me rappelle le témoignage de Hazard, c'est comme ça qu'il s'appelle? Azad, Azad. Azad, ça c'était un témoignage assez poignant. En fait, Ouais. cet adolescent a été enlevé par son père, puisque ses parents étaient séparés, qu'il l'a emmené très très jeune en Syrie, sur un théâtre de guerre. Et puis, dans la bataille de Barouz, qui était la dernière bataille contre l'État islamique, il a vu son père mourir, ses deux frères mourir, et depuis 7 ans, sa mère essaye désespérément de le faire rentrer. Pour l'instant, il n'est toujours pas rapatrié, il est tout seul là-bas. Et il était vraiment désespéré, en fait, en dépression. Il a le sentiment de ne pas du tout, que sa voix n'est pas du tout entendue, que ses appels au secours restent sans réponse. Et voilà, c'est vraiment... il y a d'autres adolescents français en détresse qui sont dans ces centres fermés et qu'il faut absolument rapatrier pour des raisons humanitaires, pour des raisons de santé, pour des raisons psychologiques. On ne peut pas laisser ces enfants-là, enfin, c'est des innocents en fait, ils Mhm. n'ont absolument pas demandé à ce que leurs parents les emmènent sur un théâtre de guerre, les emmènent au djihad. Ils ne sont pas responsables des crimes commis par leurs parents. Et la France n'a pas le droit d'abandonner ses ressortissants. Elle en est responsable, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs, Mhm. en particulier lorsqu'il s'agit d'enfants qui ont grandi en détention. C'est vraiment attentatoire à tous les droits humains. Il faut absolument rapatrier les enfants qui restent. Et de ce point de vue-là, il y a eu une décision de justice très importante le 13 mars dernier, puisque les récents refus du Quai d'Orsay, en fait, il y a une trentaine de demandes de rapatriement qui sont en cours, que le Quai Mhm. d'Orsay a complètement écarté. Et le tribunal administratif de Paris a annulé ces refus du Quai d'Orsay de rapatrier ces 30 ressortissants. Et Pourquoi la France elle est autant réticente à... il y a plusieurs problèmes qui se posent. Il y a des problèmes juridiques, notamment parce que les mères, donc, comme je te le disais, elles sont poursuivies pour association de malfaiteurs terroristes, pour des infractions concernant leurs enfants, et en même temps, le Nord-Est syrien, c'est pas un État indépendant. Mhm. Il n'y a pas d'autorité judiciaire qui pourrait faire exécuter les mandats d'arrêt. Le deuxième problème, c'est que ces mères, elles sont toujours dépositaires de l'autorité parentale. Ok. Et donc, même si une décision de justice décidait de les déchoir de leur autorité parentale, on tomberait sur le même problème, puisque ces décisions ne pourraient pas être notifiées, vu qu'il n'y a pas d'appareil judiciaire, il n'y a pas d'État souverain pour pouvoir les notifier, un Ok. État souverain avec lequel la France aurait une coopération judiciaire. Mais il y aurait d'autres solutions, en vérité, pour rapatrier ces enfants. Et là, s'agissant des 30 demandes de rapatriement,
elles sont absolument en règle. Enfin, il suffirait que la France donne le feu vert pour que ces enfants puissent être rapatriés. Et les autorités françaises avancent des arguments absolument pas fallacieux, comme par exemple, c'est un théâtre de guerre, c'est trop dangereux d'y envoyer nos militaires, etc. Alors qu'on sait très bien que les militaires français sont aussi Mmh. déployés dans Et cette du coup, c'est région-là. moins dangereux d'y laisser des enfants. Exactement, c'est dangereux pour les Mmh. militaires, mais pas pour C'est les assez enfants. paradoxal. Ouais. Et est-ce que d'autres pays européens, ont pratiqué C'est ces rapatriement. rapatriements de Oui. manière plus systématique? Oui, certains ont rapatrié tous leurs, ressortissants. Il y a encore eu une, dernière vague de rapatriement très récemment, c'était des enfants autrichiens. Donc il y a absolument aucune raison de laisser encore, ces enfants, là-bas. En tout cas pour les demandes de rapatriement dont est officiellement saisi le Quai d'Orsay, il faut faire rentrer ces enfants. Et toi, tu as rencontré ces enfants, qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Est-ce que tu les considères, est-ce que tu as vu de la dangerosité en eux? Est-ce que tu Non, je vois pas du tout en eux ni une menace, ni un danger. Je vois plutôt des victimes, en fait, vraiment. Enfin, il y a, tous ces adolescents, effectivement, qui ont grandi, en détention, mais qui sont, fracassés, quoi, psychologiquement, physiquement, affectivement. C'est des enfants qui ont été blessés aussi, dans les combats, donc qui n'ont pas forcément été, très bien soignés, qui gardent encore les séquelles de ces blessures-là, qui devraient être soignées dans des conditions, correctes en France, quoi. Parmi les plus petits, et ceux qui sont nés en Syrie et qui restent des ressortissants français, c'est aussi des enfants, encore une fois, qui ont grandi, démunis de tout, sans instruction, sans accès à l'école, et c'est des enfants, comme les autres, quoi, qui jouent avec 3 bouts de ficelle, qui s'adressaient à nous en français, dans ces camps, qui nous interpellaient en nous disant: «Ah, est-ce que vous êtes français?» et cetera. Et ce qui est terrible, c'est que le camp, c'est leur seul horizon. C'est-à-dire mmh. que la vision qu'ils ont du monde, c'est le camp. Ils n'imaginent pas à quoi ressemble le monde extérieur avec, des maisons, avec, enfin, le monde tel que nous, on le voit tous les jours. Il n'existe même pas dans leur imaginaire. Donc, c'est vraiment une forme de maltraitance au dernier degré. Il faut, tirer ces enfants de là. Les grands-parents, aussi avec lesquels on a pu s'entretenir au retour en France, ils mènent cette, bataille avec, beaucoup de courage parce que c'est une épreuve aussi, eux, qu'ils ont traversée en voyant leurs enfants partir, avec femmes et enfants sur un terrain de guerre. Certains d'entre eux n'ont plus de nouvelles pendant des années. On a pu s'entretenir avec des grands-parents qui sont allés sur place pour aller voir ces enfants, qui leur ont apporté, des jouets, des manuels scolaires, des vêtements, et qui, sont tout à fait prêts à prendre en charge leurs petits-enfants une fois qu'ils seront, de retour en France et à les aider à se réparer. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne pourront pas se réparer, ces enfants-là, dans ces camps. Ils ne pourront le faire qu'une fois de retour, en France. Et il y a des dispositifs, pour ça. Bien sûr que la protection de l'enfance en France, elle, comporte des failles, des limites, des défauts. Mais en même temps, et ça, c'est des études qui ont été faites. C'est aussi, le chef du parquet, le procureur du parquet antiterroriste qui le disait en septembre. Il disait: «Au total, donc entre les enfants qui sont rentrés avec les parents qui avaient été expulsés de Turquie, ceux qui ont été rapatriés en 2022-2023, le procureur du parquet antiterroriste disait que ces enfants ne présentent aucun problème particulier. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils reviennent en France, ils reprennent le chemin d'une éducation valable. Ils sont aussi l'objet de soins psychologiques, physiques, médicaux, d'un suivi social, médical, psychologique. Et donc ces enfants se réparent. Et il y a aussi une capacité de résilience de ces enfants. Plus ils sont Mmh. jeunes, plus c'est le cas. Mais en tout cas, parmi ceux qui sont rentrés, il n'y a pas de problème, Oui, c'est ça de la question. sécurité, majeur posé par ces enfants. Et est-ce que les familles, dont tu m'as parlé, les grands-parents et cetera, ils peuvent faire pression ou Ils le vraiment ça ne font, fonctionne pas? ils le font, ils le font, ils se mobilisent, ils interpellent les autorités françaises, ils mènent ce combat judiciaire avec cette avocate, Marie Dosé. Ils se sont rendus sur place, ils s'expriment aussi, médiatiquement, pour, faire état de la situation, dramatique, de ces enfants. Donc ça fait, des années et des années qu'ils sont mobilisés pour faire rentrer leurs petits-enfants. Et comment la situation dans les camps, elle a évolué ces dernières années, notamment avec la guerre en Ukraine qui a un peu bouleversé, l'attention médiatique,
sur la Syrie notamment? Bah, l'abandon, il a été évidemment, encore, plus grand, hein, là, il y a une inquiétude aussi nouvelle qui est posée avec Mmh. l'arrivée de l'administration Trump. C'est que, une partie de l'aide humanitaire qui arrive dans ces camps, enfin une grande partie, la majorité de l'aide humanitaire qui arrive dans ces camps, notamment la nourriture, le carburant, pour, les besoins énergétiques et cetera, était financée par une organisation américaine qui était elle-même, largement financée par, USAID, donc l'organisme américain, qui gère l'aide américaine extérieure, qui est complètement démantelée aujourd'hui par Trump. Et donc, si l'aide s'arrête demain, et ça pourrait bien être le cas, dans les semaines qui viennent, ça veut dire la fin de ces camps et ça veut dire que tout ce monde, est à nouveau dans la nature. Quelqu'un qui nous demande pourquoi on peut pas collaborer avec les Autrichiens dont tu parlais tout à l'heure, qui ont pratiqué des retours de ces enfants, pour mettre les gamins dans ces avions-là? C'est même pas une histoire seulement, d'avion, mais Parce que tu c'est une parlais de question. danger, enfin, ils Oui, parlent de oui. danger avec Ouais. les militaires. Mais absolument, il y a des coopérations qui pourraient se faire, et cetera. Et cette question, elle est très pertinente parce que selon le droit international, la France ne doit pas seulement protection à ses propres ressortissants, mais aux autres ressortissants européens. Et c'est quelque chose de réciproque. Donc, en effet, ce qui aurait été intelligent, c'est de penser ça à l'échelle européenne Mmh. et de mutualiser les moyens, d'avoir des procédures communes. Et malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est fait. Et du coup, c'est très contrasté la façon dont les pays européens ont traité cette question-là. Parce qu'ils travaillent de manière individuelle, les pays. Ouais, C'est dingue. ouais. Et est-ce que l'accession au pouvoir de Ahmed El-Shara en Syrie, ça a peut-être bouleversé les choses? Parce que lui, il est issu des Possiblement. rangs djihadistes. Mm. Est-ce que les camps vont être... J'ai vu qu'il y avait un accord entre Ouais. le Les gouvernement choses syrien. pourraient changer et s'accélérer parce que, en effet, les forces kurdes et l'administration autonome kurde, les forces démocratiques syriennes ont signé un accord avec le gouvernement d'Ahmed al-Shara qui prévoit le retour de toutes les institutions d'État dans le nord-est de la Syrie et qui prévoit aussi le transfert des prisons, des camps à l'autorité de Damas. Et c'est un peu l'incertitude. On ne sait pas trop ce que les autorités de Damas comptent faire avec ces détenus, avec ces prisonniers. Nous, on a pu s'entretenir, enfin, j'ai pu m'entretenir dans ces camps avec certaines de ces femmes djihadistes. Certaines ne dissimulaient pas le fait qu'elles espéraient qu'avec l'arrivée d'Al-Shara, elles puissent être libérées et faire leur vie là-bas. Elles ne souhaitent pas, pour certaines d'entre elles, rentrer en France parce que, en gros, elles redoutent d'être judiciarisées à leur arrivée en France, emprisonnées. Donc voilà, ça fait partie aussi du problème. Pour l'instant, on est un peu dans l'incertitude sur ce transfert d'autorité concernant les camps et les prisons. C'est dingue parce que du coup, les enfants, même s'ils avaient envie de rentrer, ils peuvent pas parce que c'est la mère qui... Absolument. C'est Ils dingue. sont un peu otages de ces mères, quoi. Et toi, d'un point de vue éthique et humanitaire, qu'est-ce que la France, elle devrait faire? Bah, déjà, sur les 30 demandes de rapatriement dont elle est saisie, il faut organiser le rapatriement de ces enfants et de leurs mères, du coup, qui seront effectivement judiciarisées. Après, d'autres solutions existent. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la question. Mhm. D'autres pays l'ont fait. Le Quai d'Orsay, visiblement, est au courant des solutions qui pourraient être déployées pour ramener ces enfants. Il faut que ce soit fait. Le problème, c'est que et l'Élysée, et le Quai d'Orsay, et les autorités françaises sont aussi sous une forme de pression politico-médiatique s'agissant de la question de ces enfants qui sont désignés par une certaine extrême droite qui voit aussi un fonds de commerce comme des menaces, des dangers. Et donc voilà, il y a aussi tous les spécialistes de l'agitation des peurs médiatiques qui font aussi pression sur ce dossier, évidemment. Et il y a une délégation française qui était partie en Syrie il y a de ça un mois, il me semble. Est-ce que ces questions-là, elles ont été abordées? Est-ce que c'est encore un sujet dont les politiques parlent ou c'est un sujet qui est totalement abandonné aujourd'hui? Parce que moi, ce papier, je l'ai vu comme une sorte de mise à jour sur ce qui se passait, mais j'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on n'avait pas entendu parler des enfants de C'est Daesh. vrai qu'après la vague de rapatriement de 2022-2023, il s'est plus rien passé du tout. Même médiatiquement.
Alors, il s'est quand même pas enfin, disons que les révélations médiatiques, elles permettent aussi quand même de faire bouger les choses. Par exemple, aujourd'hui, le Quai d'Orsay qu'on a eu, hein, pour cette enquête, pour ce reportage, nous dit, «On s'en préoccupe, et d'ailleurs, regardez, on a rapatrié des enfants qui étaient, dans un orphelinat à Damas». C'est encore une autre, question. C'est des enfants qui ont perdu leurs parents dans cette guerre, et donc ces enfants français ont été rapatriés. Mais ils n'ont été rapatriés que parce que Radio France a révélé que après la chute de Bachar el-Assad, que dans un orphelinat à Damas se trouvaient encore des enfants français dont on ne s'était pas préoccupé Mmh. auparavant. Donc nous, on a aussi un rôle de lanceur d'alerte et de maintenir ces questions-là dans le débat public pour que les autorités finissent par prendre leurs responsabilités sur ces sujets. Et du coup, c'est quelque chose que tu vas essayer d'entretenir? Bah, moi, j'aimerais bien continuer de suivre, ces histoires. Je reste en contact avec les grands-parents qui m'ont parlé, par exemple, avec Marie Dosé, évidemment. Mmh. Mais, j'aimerais bien pouvoir, suivre aussi, ce que deviennent ces enfants à leur retour en France, si enfin ils sont rapatriés. C'est vraiment une question qui m'intéresse parce que je trouve que cet abandon-là, il est impardonnable, en fait, parce Mmh. qu'on laisse ces enfants non seulement dans des conditions, humanitaires insoutenables, mais on les laisse aussi, dans un environnement qui, qui peut instiller à terme cette idéologie djihadiste qu'on prétend, ici en France combattre. Or la combattre, c'est, soustraire ces enfants-là à cet Mmh. environnement, dangereux en fait, dangereux, pour leur équilibre, dangereux pour eux physiquement et dangereux aussi, idéologiquement. Le problème de Daesh, c'est que, cette organisation, elle a été, défaite, militairement, mais en Syrie, il reste encore des cellules dormantes et la question des prisons, c'est une bombe à retardement, des camps et des prisons. Alors, le camp dans lequel je me suis rendue, Roj, c'est un peu moins le cas, mais le camp d'Al-Hol, où il y a 40 000 personnes, c'est une bombe à retardement, où l'idéologie de Daesh continue à se propager. Idem dans les prisons, qui ont été aussi l'objet d'attaques de cellules djihadistes toujours actives, etc. Et au fond, on revient à la question qu'on abordait au début, c'est-à-dire qu'on a laissé les Kurdes, qui avaient bien d'autres problèmes, Mmh. gérer celui-là qui est très très lourd, alors que la communauté internationale aurait dû prendre ses responsabilités. Il aurait dû y avoir une commission d'enquête onusienne sur les crimes commis par Daesh. Il aurait dû y avoir une juridiction internationale, comme le demandaient les Kurdes, pour juger les auteurs de crimes commis en Syrie, et que chacun ensuite s'occupe de ses ressortissants. Quelqu'un qui demande comment est-ce qu'on détecte ces enfants? Ceux qui sont nés en France, d'accord, ils sont déclarés, mais ceux qui pourraient être nés sur place? C'est un vrai problème parce que parmi les droits bafoués de ces enfants, il y a le droit à un état civil. Et donc évidemment, comme ils sont nés dans une zone de guerre et dans les circonstances qu'on connaît, il y a le problème de l'établissement de leur état civil. Mais de toute façon, leur filiation est connue et ça fait partie des problèmes qu'il faut régler à leur retour en France, évidemment. C'est un sujet bien compliqué est-ce que, les personnels du camp, enfin déjà 40 000 personnes dans un camp? Combien il faut de personnes pour s'occuper de 40 000 C'est personnes? énorme, c'est énorme. Donc le coût, ça revient à ce que je te disais sur le risque Oui, que fait avec l'USAID, planer, voilà, que fait planer le démantèlement de USAID. C'est que le département de la défense américaine, il finance aussi en partie tous les gardes, tous les policiers et tous les personnels de sécurité chargés de garder ces camps. Mais c'est extrêmement difficile. Il y a un autre, camp, il y a quelques années, je me souviens plus la date exacte, qui en fait, parce qu'on est en zone de guerre et donc la Turquie bombarde une partie de ce territoire-là et ils avaient bombardé aux abords de l'un de ces camps et là, les forces kurdes n'ont pas eu d'autre choix que d'ouvrir les portes et tout le monde s'est enfui, en fait. Mmh. Donc c'est une situation sécuritaire aussi, extrêmement précaire. Les Kurdes ont aussi effectivement d'autres, problèmes que Bah oui, cela, à gérer. comme on en avait parlé notamment il y a de ça 15 jours avec Ouais, le Rojava voilà, et donc c'est une situation ça crée une situation sécuritaire extrêmement fragile, évidemment. et ben et est-ce que dans ces camps, on voit beaucoup de journalistes? Est-ce que ces enfants, ils avaient déjà discuté avec d'autres journalistes? Est-ce que
Il y a eu depuis le début, hein, depuis l'ouverture de ces camps, il y a eu des reportages, des Ça a ouvert journalistes quand? qui se, Ils sont ouverts quand bah, dans la foulée de la chute de Daesh, Ok. quoi, disons en 2018-2019. La dernière bataille contre Daesh, c'est à Barouz, c'est en 2019. Donc à partir de là, c'est quand ces infrastructures sont mises en place. D'ailleurs, elles sont parfois venues se greffer. Roj, par exemple, au départ, c'était un camp de réfugiés irakiens qui fuyaient les exactions de Daesh en Irak. Et peu à peu, ces familles de djihadistes ont remplacé les réfugiés irakiens qui sont rentrés chez eux. Euh, donc voilà, c'est comme ça que les choses se sont mises en place. Al-Hol, c'est encore une autre histoire et c'est beaucoup plus large. Mais en fait, il faut vraiment soulager et les Kurdes et les Syriens qui ont aujourd'hui bien d'autres défis à relever. Il faut que les pays, et pas seulement les pays occidentaux, hein, on a aussi rencontré dans ces camps des enfants tunisiens, égyptiens, turcs, turkmènes, ouzbeks. Oui, c'est très pluriel. Ouais, c'est vraiment, bah, encore une fois, Daesh avait attiré des Mhm. combattants un peu des djihadistes du monde entier. Donc il faut que tous ces pays prennent leurs responsabilités et reprennent leurs ressortissants. Eh ben, merci beaucoup, Rosa. Merci à toi.